Précédemment, dans Icosaèdre. Mais qu'est-ce que tu fous là, espèce de con? Ça fait 1 heure que je te cherche au moins. Non mais attends, tu vas m'expliquer ce que tu... Pourquoi t'étais habillé comme ça? D'où tu viens? Attends, sérieux. Et comment t'as fait pour te retrouver? Tu m'expliques là. Bah c'est très simple. Figurez-vous et ayant dû me barrer assez précipitamment du pays, bah c'est ce qui explique le bordel qu'il y a en Corée du Nord aujourd'hui, hein. En effet, ouais. C'était long comme histoire. Fallait au moins ça. Ah, regarde, t'as ta barbe qui a poussé. Je sais. On a vendu tous les dés, dis donc. Mais c'est mignon, c'est nouveau ça. Du coup, c'est pour ça que t'étais pas là du tout dans la partie 1. C'est ça. D'accord, que j'ai dû me démerder tout seul. Exactement. Que t'as rien branlé. Tout à fait. D'accord. Donc du coup, aujourd'hui, c'est toi qui vas tout faire. Parfaitement. Absolument. Tiens, regarde. Ça là, c'est le texte de l'épisode. Ça, c'est le manuel du jeu. Maintenant, tu te démerdes et moi je me casse. Salut. Mais... Alors une fois n'est pas coutume, quoique ça pourrait le devenir, cette fois-ci on va parler de l'univers du jeu. En effet, Empire of the Petal Throne est le premier jeu de rôle possédant un background riche et vaste, et ce, dès sa sortie. Ce qui n'était pas le cas de Donjons et Dragons et Tunnel Trolls, comme on a pu le voir dans les épisodes précédents. Alors oui, certains d'entre vous me diront que déjà dans ces deux jeux-là, en guise de background, on trouvait des armes, des classes, des monstres, des races, tout cela donnant une ébauche, une amorce d'univers qui ne demandait plus qu'à être développé. Comme c'était le cas avec Blackmoor par exemple. Il est vrai. Cela dit, on était loin d'avoir des univers aussi détaillés comme on peut en trouver dans les JDR d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'estime... Pardon ? Et c'est pour ça que Greg estime, comme beaucoup, que Empire of the Petal Throne est vraiment le premier à apporter ça. Je ne me lancerai pas plus dans le débat, je laisserai ça au bon soin de la communauté de discussion de rôlistes et de Casus No. Alors du coup, Petal Throne, ça se passe comment ? L'action du jeu se déroule sur une planète du nom de Tekumel, une lointaine cousine de la planète Terre, lui ressemblant assez en termes de taille et de caractéristiques physiques. L'humanité a depuis bien longtemps conquis les étoiles, et c'est au détour d'une mission d'exploration que celle-ci décide de coloniser ce nouveau territoire. Un monde hostile, tant par sa végétation dense et corrosive, que par sa faune riche et variée. À travers ces épais nuages, on peut apercevoir 2 races primitives arpentant sa surface rougeâtre. Les Sous et les Hlus. 2 peuples simples avec qui les humains et leurs alliés ne jugent pas utile d'entrer en contact, préférant plutôt terraformer la planète afin de la modeler selon leurs désirs, se créant ainsi un environnement plus favorable à leur installation. Cela, bien évidemment, au détriment de la biosphère présente, mais peu leur importe. Que ne feraient-ils pas pour ce qu'ils appellent leur progrès ? La majorité de la biodiversité disparaît alors. Les Sous et les Hlus sont grandement exterminés. Et les quelques survivants se verront parqués dans des réserves, où ils serviront d'attraction exotique pour les humains. Sachez que cet épisode de l'histoire de Tekumel, qui en signe là sa sanglante genèse, se déroule environ 25 000 ans avant le début du jeu. Vous vous en doutez, entre-temps, de nombreux événements vont venir refaçonner ce monde. À commencer par un gigantesque cataclysme aux origines floues, à la fois difficile à situer dans le temps et dans l'espace, et qui aura des répercussions définitives sur l'avenir de celui-ci. En effet, sans que l'on sache réellement pourquoi, une sorte de faille spatio-temporelle se créa entre des univers parallèles, et l'entièreté du monde de Tekumel, ainsi que ses 2 lunes, ses 4 planètes sœurs et même son soleil, furent happés dans une bien sombre dimension. Pas une étoile, pas un astre, pas la moindre lueur, ni même la moindre particule, dans ce qui serait désormais le décor froid des nuits ténébreuses de Tekumel. Suite à cela, toutes les forces de la planète se déchaînèrent, et la quasi-totalité des colonies humaines furent détruites par des tremblements de terre, des torrents de lave,
des tsunamis gigantesques ou encore des tornades de pluies acides. Les Sioux et les Hlus ne furent pas épargnés. Mais les survivants eurent au moins la satisfaction d'être à nouveau libres. Les États et les systèmes s'effondrèrent, les technologies furent perdues, et ce ne fut qu'une question de temps avant que les peuples survivants ne se dispersent, perdant les notions acquises et les connaissances avancées, sombrant alors dans le chaos le plus total. Je ne m'étendrai pas sur toutes les phases de cette longue période. Ah, c'est chiant, hein? Oui, Greg. Je ne m'étendrai pas sur toutes les phases de cette période de plus de 20 000 ans, mais sachez qu'elles sont largement relatées dans le manuel originel, et ont été ensuite grandement enrichies dans les nouvelles et suppléments de l'univers de Técoumel. 2 points vont tout de même retenir notre attention. Tout d'abord, la découverte de créatures cosmiques transdimensionnelles dont l'existence est un fait avéré par tous les peuples de Técoumel. Cette découverte va rapidement amener à la création de nombreux mouvements de croyances au sein des pseudo-civilisations renaissantes. Les plus puissantes de ces créatures étant alors nommées dieux, tandis que leurs subalternes mineurs furent appelés les cohortes. Quant au second point, au bout de plusieurs milliers d'années, après avoir vu grandir et choir de nombreux rois et empereurs, un empire émergea parmi d'autres et s'imposa comme une puissance sans précédent. Un empire dont le niveau de connaissance se rapproche de ce qu'était l'Europe à l'époque de la Renaissance. Cet empire sera représenté par le trône de ses souverains, un trône dont la texture était inspirée de milliers de pétales de fleurs. Un empire dans lequel les joueurs évolueront lors de leur partie, et qui se nomme l'Empire de Tsolianu, ou Empire du trône de pétales. Un empire pour les gouverner tous. Un empire pour les trouver. Un empire pour les amener tous. Et dans les ténèbres, les... Alex, c'est bon, merci. Quoi? Ben, je reprends, donc attends, casse-toi. Pourquoi? Je reprends l'émission là, Non, casse-toi. non, je suis bien là, moi Alex, j'y reste. c'est moi qui présente, tu dégages. Tu m'as demandé de faire le boulot, moi je le fais jusqu'au bout, je suis désolé, mais non. Non, monsieur. Non mais je rêve. Ah ben oui, peut-être. Oh, regarde là-bas, un crowdfunding sans détour. Quoi? Vite, ma carte bleue. Trop facile. Alors voilà ce qu'il en est de l'histoire de l'univers de Técoumel. Pour ce qui est du contexte, on est plutôt dans une société post-médiévale. Mais contrairement à ce que nous avons l'habitude de voir dans les univers d'Heroic Fantasy, ici, on est plutôt dans un milieu qui rappelle les anciennes civilisations latino-américaines ou asiatiques. L'univers déjà très riche, avec pas moins des 2/3 du manuel de base uniquement consacré à ces descriptions, continuera à se faire compléter au fur et à mesure des années, comme le disait Alex tout à l'heure, par différents suppléments. Barker, toujours aussi prolifique, va d'ailleurs écrire 5 romans dans cet univers, ce qui va rajouter la ligne écrivain de SF à son CV, ce qui est plutôt cool, il faut l'admettre. A noter que Barker était très à l'écoute de sa communauté de joueurs à travers les États-Unis. Certains éléments inventés ça et là lors des différentes parties ont été simplement rajoutés de façon officielle à l'univers lui-même. Un dernier point concernant l'univers du jeu. La langue Tsoliani, dont je vous parlais déjà dans la partie 1, ça ressemble à ça. Ok, bon, là c'est un peu ultra chelou et flippant, je vous l'accorde, mais en fait, c'est fait pour. That's the music tape that he did, which scared the heck out of us. We were at the Temple of Sarku in Base Sioux, and it was on a Thursday night. It was Halloween night, and there was a tremendous storm raging, and Phil just reached over and pushed the play button on his tape recorder, and that's what we heard coming out of the machine. And yes, that's up on YouTube. Le type que vous venez de voir, c'est Jeff Berry, aussi appelé Shirin Bakal ou l'archiviste de Técoumel. Il s'agit d'un des tout premiers joueurs de Barker, il a donc connu le jeu à sa création et il y joue encore aujourd'hui.
et ce malgré la mort de son auteur. En fait, il s'agit certainement d'une des personnes les mieux placées au monde pour parler du jeu. Mais bon, on reviendra sur lui un petit peu plus tard, là je vais vous parler des règles. Concrètement, Empire of the Petal Throne ressemble beaucoup à Donjons et Dragons. Et pour cause, Barker s'était directement inspiré des règles de TSR pour réaliser son manuscrit. Par conséquent, à cette époque, l'essentiel des points de règle tourne autour des compétences de combat. Je ne vais pas tout vous détailler, mais en gros voilà comment ça marche. D'abord, en cas d'attaque, on vérifie si le groupe se fait surprendre ou non. Si oui, il se fait attaquer en premier. Sinon, un dé de temps de réaction, une sorte d'initiative de groupe, est jeté pour chaque groupe, allié ou ennemi. Le groupe qui fait le plus gros chiffre commence, et ce sont tous les membres de ce même groupe qui agiront avant le groupe adverse. Chaque personnage fait son action, PJ ou PNJ, dans l'ordre des placements des joueurs à la table. Ceux qui veulent attaquer lancent un dé 20 et ajoutent leur bonus au résultat. Ce résultat sera comparé à un tableau de classe d'armure, donnant ainsi la valeur de réussite. Si l'armure est magique, les bonus sont annulés. Si la cible est touchée, il faut lancer un dé de dégâts. Il s'agit d'un simple dé à 6 faces, auquel l'attaquant ajoutera d'éventuels bonus, voire des dés supplémentaires en fonction de son niveau. D'ailleurs, sachez que Barker est à l'origine d'un point de règle nouveau pour l'époque, et pourtant bien connu aujourd'hui, la réussite critique. Si un joueur réussit un 20 naturel, c'est-à-dire un 20 sur son dé à 20 faces, sans ajouter ses bonus, alors il peut doubler ses dommages, c'est-à-dire qu'il jettera le double des dés des dégâts prévus. De même, le joueur peut alors tenter une mort instantanée, en relançant à nouveau le dé 20 et en réalisant un nouveau 20 naturel. Selon Barker, cela permettait de simuler un coup précis dans une partie vitale. Dans les faits, avec suffisamment de moules, ça veut surtout dire qu'on peut one-shot n'importe quel adversaire. Alors, vous entrez dans la pièce, et là, Alex, tu tombes sur un Pechoy. Qu'est-ce que tu fais? J'attaque. Ouais, ok, bah vas-y, lance ton dé 20. 20, bien joué. Alors là, si tu veux, tu peux le relancer. Comme ça, si tu refais un 20 naturel, tu fais une réussite critique, si t'as assez de moules. Je tente. Allez. Bah c'est bon là? Il y a assez de moules comme ça? Oh putain. Prête? Allez! Rappelez-vous, je vous avais dit que Barker avait été surnommé le Tolkien du jeu de rôle par Gigax et Tim Kask. En réalité, cette appellation un peu hâtive et pompeuse ne lui plaisait pas, et certains pensent même qu'elle ne lui correspondait pas vraiment. Non pas qu'il avait moins de mérite que le légendaire créateur de la Terre du Milieu, mais la comparaison s'arrête là. Je m'explique. La Terre du Milieu est un univers d'inspiration celtique et européenne, aux références presque évidentes pour notre culture occidentale, et surtout, et c'est ça qui compte, à l'aspect ouvertement manichéen. A l'inverse, l'univers de Tekumel, de par ses inspirations américano-latines et asiatiques, couvre un univers bien plus exotique et original. De plus, la géopolitique de Tekumel est réellement complexe, et rien n'est vraiment tout noir ou tout blanc, amenant la possibilité d'intrigues plus réalistes aux joueurs qui arpentent ces terres. Barker s'en défend d'ailleurs dans les livres de base, dans un paragraphe directement adressé aux arbitres, afin de justifier la complexité et l'exotisme exacerbé de l'univers de Tekumel. Pour sa défense, l'auteur peut simplement dire qu'il adore les sociétés qui ne sont pas de simples copies de nos habituels mythes médiévaux et gréco-romains, mais qui présentent plutôt quelque chose de réellement différent. À l'université du Minnesota, Barker, qui était prof de linguistique comme vous l'aurez compris, était aussi responsable d'un club de wargaming. Dans ce club, Barker piocha parmi les habitués afin de trouver les premiers joueurs de la version manuscrite de son jeu pour le tester, et étant donné le modèle balbutiant du JDR à l'époque, il n'était pas rare de le voir animer parfois des tables d'une dizaine de joueurs. Les premiers groupes de joueurs de Petal Throne étaient nés, et rapidement les parties ont pris de l'ampleur, ce qui décida Barker à ne plus jouer au club afin de ne pas interférer avec les parties de wargame. Il décida aussi que cela deviendrait un rendez-vous régulier, amenant donc les joueurs à le rejoindre tous les jeudis soirs dans son garage. Ces parties légendaires furent alors surnommées les... Comment? Les... Oui, elles furent surnommées les parties... Les parties... Les parties du jeudi soir. Ah! Parce que ça se déroulait Oui, le jeudi soir. le jeudi soir, c'est Oui. ça. Ah, bah... C'était ça surnommé se tient. les parties du Oui, non, ça se tient. jeudi soir. Oui, parce que... oui, dans le sens où... Oui, Ou c'était le jeudi oui du coup, soir. partie du jeudi soir, oui. Voilà.
Sont pas trop foulés pour le coup. Hein. Pas des masses. Partie du jeudi soir, oui. Parmi les joueurs se trouvait Jeff Berry, dont je vous parlais un petit peu plus tôt, qui interprétait le personnage de Shirin Bakal, surnom sous lequel Barker avait d'ailleurs pris l'habitude de l'appeler, même hors jeu. Mais rien à voir avec le Red Bacal alors. Once Phil realized that we weren't going to wreck the place, he tended to trust us a lot more. By 1978, we'd stopped using Swords and Glory, and we just went with Phil's system, which was you roll percentile dice, I'll roll percentile dice, and we'll see what happens. Phil was much more of a storyteller than he was a games mechanic person. Un autre joueur vint fréquemment rejoindre les tables du jeudi soir, non sans faire son petit effet à chaque intervention. Ce joueur, vous commencez à le connaître un petit peu puisqu'il s'agit de Dave Arneson. Oui, encore et toujours lui. Il jouait le rôle d'un capitaine pirate et arrivait toujours à ses fins, quitte pour cela à compliquer la tâche aux autres joueurs. Et quitte à mettre toute la table en danger même, s'il faut le dire. D'ailleurs, de ce que j'ai pu lire comme témoignage des parties, quand Dave Arneson était là, il y avait toujours quelque chose à raconter. Au-delà de la table de Barker, le jeu a été vendu à plusieurs milliers d'exemplaires. De ce fait, une communauté d'aficionados non négligeable se forgea rapidement dans les contrées américaines. Comme je l'ai expliqué auparavant, certains correspondaient régulièrement avec Barker lui-même pour lui donner des news quant à l'évolution de leur partie. Barker y répondait systématiquement, annonçant les modifications qui avaient lieu de son côté. En fait, certaines parties influençaient ainsi d'autres tables à travers le pays. Une sorte de jeu de rôle en réseau avant l'heure. Me porgue. Un jeu de rôle en réseau Génial, surtout pour l'époque. Mais alors, attends, parce que là, on a un univers riche, varié et exotique. Ouais. Des règles simples et nouvelles qui plaisent aux joueurs de Donjons et Dragons, Ouais. de la space fantasy, Ouais. des pastèques. Ce jeu a dû super bien marcher. Alors oui, Ah. mais non. Oh. En fait, ce jeu est maudit. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais il est vrai qu'il n'a pas eu la vie vraiment facile, et vous allez voir que c'est certainement pour cette raison que vous n'en avez jamais entendu parler avant. Déjà, dès la première version, TSR imposa à Barker une modification de ses règles de jeu pour qu'elles correspondent mieux à celles de Donjons & Dragons afin de ne pas dérouter les nouveaux joueurs. Cela dit, même si Barker n'était pas très fan de cette idée, et en particulier du principe d'ordre et de chaos qu'il trouvait trop manichéen par rapport à sa vision de Tecumseh, cela participa grandement au succès du jeu à travers les États-Unis. Le problème, et c'est là que ça devient un peu plus complexe, c'est que le jeu a été en quelque sorte victime de son succès. À sa sortie, Empire of the Petal Throne eut un succès bien plus grand qu'espéré, obligeant TSR à reverser beaucoup d'argent à Barker, et c'est là que TSR eut peur que ce jeu fasse de l'ombre à Donjons & Dragons. En gros, ils s'imaginaient avoir un concurrent au sein même de leur propre maison d'édition. Par conséquent, ayant la main mise sur les décisions d'exploitation et d'édition de Petal Throne, TSR décida purement et simplement d'arrêter d'imprimer le jeu et de ne lui donner plus aucun suivi. Cette décision ne tardera pas à faire son effet puisque n'existant plus commercialement et n'ayant plus d'actualité, le jeu tombera dans les oubliettes en quelques années. Alors, tout n'était pas terminé pour Barker puisqu'après avoir récupéré les droits, il retravaille son jeu pour en sortir une deuxième version en 1983, éditée par Game Science sous la forme de 3 livrets. Dans une interview donnée à Space Gamer en 1984, Barker comparera cette nouvelle version à Un frigo rempli de bouffe. On ouvre la porte, on prend ce qu'on a envie de manger et on garde le reste au frais pour plus tard. Il ajoutera qu'ayant beaucoup enrichi son univers depuis la première version, il avait été obligé de mettre de côté certains éléments afin que tout rentre dans son jeu. Greg. Quoi? N'aie l'air de rien. Mais les dés sont revenus. Quoi? Ne te retourne pas à l'air naturel. Et sinon, ça donne vachement envie tout ça, ça a marché? De quoi, le frigo? Mais non, le jeu. Ah! Non. Mais comme je t'ai dit, le jeu est maudit. Cela dit, Barker arrive à le faire rééditer chez Different World Publications en 1987. Ah, bien. Donc cette fois-ci, ça a marché. Non. Et le jeu disparaîtra pendant 13 ans environ, avant de se faire réimprimer par Tita's House of Games, ce qui n'a pas eu non plus le succès escompté. Non mais c'est pas vrai. Si. Alors attends, en 2005, Guardians of Order, un éditeur canadien, édite une toute nouvelle édition, cette fois-ci retravaillée avec Barker. Donc cette fois-ci, c'est la bonne. On a eu le droit à une nouvelle version des règles,
le système Pristat DX, un système générique développé par l'éditeur, de nouvelles illustrations, une couverture cartonnée, bref, plein de nouveaux trucs. Un vrai coup de jeune pour le jeu de Barker. Merveilleux. Du coup, là, le jeu a vraiment marché. Non? Le jeu a fait un flop et l'éditeur a fait faillite 1 an plus tard. Moi, je m'abandonne. Je me calme. J'en ai marre. Ouais. Bah, c'est un peu ce que Barker a dû se dire à ce moment-là, puisque, à part les versions PDF commercialisées sur DriveThru RPG, le jeu n'est plus du tout édité. Depuis sa mort, les droits de la licence appartiennent à la Tekumel Foundation, et jusque-là, aucun projet n'est prévu pour le moment. Évidemment, avec une histoire aussi chaotique, le jeu n'a jamais été traduit, et c'est à peine s'il a été importé en Europe, ce qui explique pourquoi il est si peu connu en France. Pour finir, je pense qu'il est difficile de savoir quel héritage Barker aura laissé au jeu de rôle. Il est probable que certains auteurs se soient inspirés de son jeu, mais je pense que c'est surtout la richesse et la variété de son univers qui ont été un déclic à la création de jeux de rôle bien plus riches et intéressants que de simples manuels de visite de donjons. Un déclic qui aura certainement été une impulsion de plus à la création de maisons d'édition telles que Chaosium par exemple. Quant à Barker, il est à noter à son crédit la persévérance dans son travail de toute une vie, témoin d'un esprit tenace et riche à qui nous pouvons rendre hommage aujourd'hui. Putain, c'est beau. Attends, une seconde là. L'autre jour sur Facebook, t'as dit que Barker, il avait un lien avec Robert De Niro. Mais t'en as pas parlé. Ouais, alors en fait, Robert De Niro interprète le rôle de Lloyd Barker, le fils de Ma Barker, dans le film Bloody Mama sorti en 1970. Et c'est tout. Ouais, Mais c'est complètement nul. ouais.